Bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Go pour cette nouvelle vidéo qui est en deux parties, qui est consacrée à une marquise parce que tout dans une seule vidéo ça aurait vraiment été trop long, déjà pour la mettre sur YouTube et pour la visionner aussi. Donc c'est en deux actes. La première partie qui va être consacrée à la fabrication d'une marquise que j'ai installée au-dessus d'une porte double chez moi. Vous avez déjà l'info parce que j'avais fait une petite vidéo sur la façon dont j'avais jointé ma façade. Donc je vous avais présenté l'emplacement de la future marquise. Donc je me suis attachée à cette fabrication, non sans mal. Et la deuxième partie de la deuxième vidéo sera consacrée aux finitions et à l'installation. Alors je voulais faire un petit coucou aussi au râteau qui m'avait donné du bois pour faire ce chantier, mais en fait j'ai préféré acheter du pin classe 4 car je me suis dit que ça résisterait mieux aux intempéries. Donc voilà, je les embrasse. Merci pour leur don si généreux, c'était quand même gentil, je m'en servirai pour un autre projet. Donc ce pain en fait, j'avais des sections principalement de 90 par 90 et donc j'ai commencé déjà par couper en deux certaines parties de poteaux de manière à avoir des pièces de dimension beaucoup plus modestes qui pèseraient moins sur la structure et qui pour autant n'apporteraient pas une baisse de solidité. Donc il y a des endroits où il faut mettre des poteaux costauds, il y a d'autres endroits où c'est pas forcément nécessaire d'avoir des sections si importantes. D'ailleurs le choix de la section est toujours un peu difficile. Moi en fait j'ai pris ça parce qu'il y en avait chez mon détaillant déjà, 90 par 90, mais c'est vrai que quand je l'ai fait voir à mes proches ils m'ont dit que c'était vraiment trop gros, que ça allait pas aller. Mais au final il faut vraiment se le représenter sur l'ensemble de la façade et je trouve que après coup c'est quand même la dimension qui allait bien. Donc j'ai séparé voilà, certaines parties de mes poteaux en deux, j'ai raboté pour que les surfaces soient à peu près lisses. Et après j'ai entrepris de transposer le croquis à main levée que j'avais fait sur un carton qui, alors j'ai pas la prétention de dire que c'est une épure parce que je pense qu'elle a aucun des codes de l'épure traditionnelle, mais voilà, l'idée c'était de faire une projection à taille réelle des pièces dont j'allais avoir besoin pour faire chacun des deux côtés de ma marquise. Alors l'idée c'était de voilà, pouvoir se représenter ça au sol, d'essayer de proportionner le tout au mieux, de choisir la pente qui paraissait la plus adéquate, tout en sachant que une représentation sur un carton par terre, c'est difficilement imaginable sur la façade de façon verticale quoi. Donc voilà, je m'y suis reprise à plusieurs fois. Au début j'ai fait ça au crayon de papier et puis une fois que j'avais du coup les formes, les tailles, j'ai coupé des sections avec les dimensions que j'avais retenues et puis j'ai entrepris de faire mes tenons et mes mortaises. Alors j'avais vraiment attaché beaucoup d'importance pour ce projet à essayer de faire les choses à la main, c'est-à-dire à la scie, au bedane, au ciseau, au maillet. D'ailleurs j'ai utilisé le maillet que j'avais fondu avec le plastique, vous avez peut-être vu la vidéo pour certains d'entre vous et franchement il a été extrêmement à la hauteur. Il a pris des milliers de coups, il a aucun pet. Il a vraiment très bien réagi, donc voilà, c'était une super nouvelle. Par contre, autant vous dire que les tenons, les mortaises, j'en ai vraiment bavé, c'était hyper physique. J'ai manqué de précision parce que voilà, j'avais pas de pratique. J'ai pas fait les bons choix non plus dans les dimensions de mes tenons. Les mortaises étaient pas aussi belles que j'aurais voulu, il y avait des écarts avec mes tenons, mais bon, c'est le jeu aussi, hein, faut accepter de débuter, d'être un peu humble et en l'occurrence si je devais la refaire, je la referais pas de la même façon. J'essaierais déjà de prendre des dimensions plus longues pour mes tenons de façon à mieux pouvoir les accrocher dans mes chevilles et puis je pense que je dégrossirais aussi par exemple plus facilement mes tenons avec des machines, par exemple à la scie sous table, en créant un gabarit qui me permettrait par exemple de faire avancer de façon verticale mes poteaux. Donc voilà, c'est des petits détails mais je pense que je gagnerai du temps, de l'énergie, de la précision. Mais bon voilà, tant qu'on n'a pas expérimenté, c'est dur de se représenter tout ça et les difficultés quoi. On part toujours un petit peu optimiste, en l'occurrence moi j'étais optimiste, je pensais que ça me prendrait pas autant de temps que ça m'a pris. Mais bon, c'est voilà, c'est aussi ça le fait de se lancer dans des projets qu'on n'a jamais fait avant. Donc alors la difficulté aussi que j'ai rencontrée, c'est que j'avais pas de modèle sur lequel me baser, c'est-à-dire que si j'avais eu un plan ou si j'avais eu une marquise chez un voisin d'une dimension identique, j'aurais pu me servir de repère, mais là j'ai un peu tout fait à l'aveugle. Du coup c'était un petit peu délicat.
Je savais par contre que l'idéal c'était de faire des tenons avec des embrèvements. Il me semble que c'est le terme approprié, c'est quand le bois en fait se fiche dans celui où il y a la mortaise, donc c'est pour ça qu'il y a une petite inclinaison. Mais là encore, voilà, au début j'ai fait plutôt des embrèvements un peu pointus, après je me dis que bah, plat c'était quand même plus approprié. Enfin bref, j'ai beaucoup tâtonné et au final les deux pièces gauche et droite présentent des différences parce que au fur et à mesure où j'ai fait mes gestes, où j'ai fait mes assemblages, pardon, et ben j'ai évolué dans la pratique, dans l'idée de la façon qui était la plus appropriée, etc. Donc c'est vrai qu'idéalement on peut se dire que les deux côtés sont parfaitement identiques et très sincèrement la personne qui vient, qui les regarde ne voit pas spécialement de différence, mais en fait il y en a quand même pas mal et c'est pas plus mal parce que reproduire une erreur qu'on a fait la première fois, deux fois de suite juste pour dire qu'on fait les deux côtés pareils, ça n'a pas spécialement de sens. Donc j'ai vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas sur la première partie que j'ai faite et très clairement je comptais pas non plus refaire 10 fois les mêmes pièces parce que déjà j'avais pas du râpe de poteau à consacrer à ça et puis voilà, je me suis dit que ça faisait partie du jeu aussi d'avoir des imperfections, de l'accepter. Je suis pas professionnelle donc c'est normal aussi que ce soit pas parfait, surtout du premier coup, mais voilà, les prochaines fois où j'aurai à faire des tenons, des mortaises, je m'y prendrai très clairement de façon différente, j'essaierai d'être plus soignée et puis peut-être que je me documenterai encore un peu plus sur les angles à respecter, etc., les dimensions, de façon à faire ça un peu plus proprement. Bon, là où je suis contente quand même, c'est que ça m'a permis d'utiliser un bœuf d'âne. Alors ça, j'en ai sur le mur de mon atelier depuis des mois et j'avais jamais eu tellement de prétextes pour les utiliser. C'est des bœufs d'âne très anciens de famille et qui sont super costauds, l'acier il est vraiment dur à aiguiser, ça coupe super bien. Donc voilà, j'étais très contente de pouvoir les utiliser, de leur faire un petit peu de bois, ça faisait des années qu'ils n'en avaient pas fait. Et donc voilà, c'était pour découvrir le geste et c'est vrai que c'est sympa, j'ai pas de mortaiseuse. Donc de toute manière je risquais pas de le faire avec une mortaiseuse. J'ai bien une défonceuse mais j'ai pas encore créé de gabarit pour faire des mortaises et d'autant plus que là les mortaises elles sont un petit peu inclinées, enfin en tout cas sur le schéma que je m'étais représenté, la mortaise était inclinée dans le bois et j'avais pas forcément à l'heure actuelle de solution pour les faire à la défonceuse. Par exemple ça serait à refaire. Et ben, je pense que je prendrai le temps de faire un gabarit et de faire, voilà, de faire un système qui me permette d'utiliser la défonceuse, ne serait-ce que pour démarrer le trou, quitte à après, sur les côtés, à nettoyer proprement au ciseau. Alors, dans celle que j'ai faite après, j'ai utilisé des mèches Forstner, je crois que c'est le nom. En fait, ce sont des mèches rondes, plates, qui permettent de creuser le bois. Et c'est vrai que ça aide pas mal, c'est-à-dire qu'on peut vérifier la profondeur, etc. Et puis après, il y a juste à nettoyer la mortaise, on gagne un temps considérable. Donc ça, c'était vraiment une astuce que j'ai reproduit après pour une mortaise suivante. Déjà faire des perçages à la perceuse avec des mèches larges, et puis après nettoyer au ciseau, et c'est vrai que voilà, on gagne en temps. Du coup, on reste un peu plus concentré que quand la mortaise elle dure 1 heure à creuser, quoi. Enfin, j'exagère à peine, mais c'est ça. Et c'est vraiment dans ces moments-là qu'on se rend compte que quand on a vraiment bien préparé son projet, quand on a un plan, quand on a des cotes, etc., et bah du coup on doute moins lors de l'exécution, on sait exactement où est-ce qu'il faut tracer, percer, où est-ce que ça doit s'assembler, avec quel angle. Donc voilà, mais le problème c'est que moi, en faisant une représentation par exemple en 3D avec Google SketchUp, moi j'arrivais pas à me représenter concrètement les dimensions et les angles, par exemple la pente de la toiture. Donc j'ai essayé de le faire d'abord sur SketchUp, mais en fait je me suis dit que le mieux c'était de faire ça à l'échelle 1:1 sur un carton. Alors on peut le faire aussi au sol, hein. Traditionnellement c'est comme ça qu'on fait, on le fait au sol, on pose les bois dessus. Mais moi mon sol était un peu irrégulier, donc le carton c'était le bon format, c'était la bonne astuce. Du coup voilà, j'ai pu superposer mes bois, adapter mon dessin en fonction du rendu visuel que ça donnait. Donc, vous voyez là par exemple je suis en train de percer une des mortaises et ça paraît tout con hein, de se dire voilà, j'ai prévu sur mon dessin que la mortaise elle commence à tel endroit, elle termine à tel endroit, sur les côtés j'ai tant d'épaulements, mais en fait c'est pas si simple que ça de reporter et d'exécuter correctement des codes qu'on a prévus, d'autant plus quand on doit le faire sur plusieurs pièces de façon identique, quoi. C'est vrai que c'est un travail de patience, de précision. En fait tout ça vient avec la pratique, hein.
la pratique, ça donne de la patience et de la précision, des techniques, et bon, plus on en fera, mieux on sera à même de les réussir, quoi. Donc là par exemple j'avais fini un de mes trios de pièces, et du coup j'allais un petit peu à tâtons, c'est-à-dire que je les mettais ensemble, j'ajustais pour voir si l'angle convenait, si c'était un petit peu trop creusé, pas assez creusé, etc. Donc voilà, le premier côté a été vraiment du tâtonnage pour essayer de faire ça au mieux, sans trop en enlever d'un coup, parce que voilà, il vaut mieux en enlever un petit peu au fur et à mesure que d'y aller comme une brute et puis de se retrouver avec des mortaises qui sont 2 fois trop longues, quoi. Donc voilà, j'ai fait ça doucement, j'ai pris mon temps. Alors voilà, c'est certainement pas du grand art, mais voilà, j'ai essayé de m'appliquer au mieux pour que ça tienne et que visuellement ça soit correct, quoi. Donc un petit peu de bois par terre, hein, autant vous dire que le sol de l'atelier était jonché de morceaux de bois. Et puis au final on se rend compte que ça rentre de mieux en mieux, voilà, on tapote un petit peu et puis et tout s'emboîte. Et là franchement c'est un super moment, quoi. C'est-à-dire que quand on en a chié, pardonnez-moi l'expression, mais à scier les tenons, à y aller au bedan, au maillet, etc. et qu'on voit que les 2 pièces s'emboîtent l'une dans l'autre, bah franchement ça fait oublier tout le reste, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Et là on se dit, ah il y en a une autre à faire, pareil, d'accord, bon bah on recommence, c'est parti. Donc pour vous donner une idée du temps, moi en gros ça m'a pris allez, 2 jours et demi, quoi. Alors c'est pas 2 jours et demi entiers consacrés à ça, mais je pense que voilà, en 2 jours pour un bon bricoleur c'est tout à fait réalisable. En 1 journée pour un super confirmé c'est faisable aussi, quoi. Mais ça m'a pris quand même pas mal de temps, surtout en fait à réparer des erreurs. C'est-à-dire que la première journée j'avais fait toutes mes découpes et quasiment tous mes assemblages, et le deuxième jour, et ben, en fait je me suis rendu compte, pour ne rien vous cacher, parce que là c'est le truc sur Copain Co, je vous dis aussi mes emmerdes, c'est que quand j'ai percé pour mes chevilles, et ben mes tenons n'étaient pas assez longs, et du coup les orifices des chevilles ne traversaient pas tout le tenon, quoi, ils étaient sur les côtés. Donc là il a fallu réfléchir, essayer de refaire des pièces, c'était pas plus concluant, et en fait j'ai même des tenons qui ont cassé avec la cheville intégrée, et là c'est un petit peu le coup de blues dans le projet. On se dit voilà, je vais bientôt le poser, en fait non, il faut tout réparer, et je me suis retrouvée à faire notamment un faux tenon, c'est-à-dire qu'à creuser à la place du tenon et à faire une mortaise à la place de mon tenon et de mettre un bois, de le fixer, etc. Alors comme ça on se dit voilà, c'est une solution qu'on aurait pu comprendre dès le début, mais avant d'arriver à cette solution là j'ai tenté pas mal d'autres choses, ça n'a pas du tout été concluant, donc c'est vrai que c'est toujours des choix à faire, et quand on n'a pas l'expérience dans le domaine, bah, c'est pas forcément évident de faire les bons tout de suite, quoi. Vous me direz, le bon choix aurait été de faire des tenons plus longs dès le début, et c'est vrai que ça m'aurait évité pas mal de problèmes. La prochaine fois, c'est ce qui se passera. Alors, vous voyez là par exemple je suis en train de scier un tenon, et du coup ça me fait une petite occasion de vous parler des scies, parce que du coup j'en ai essayé plusieurs. Donc j'ai essayé la scie sous table, mais par exemple cette pièce là étant inclinée, et ben, c'était difficile d'avoir une surface pratique pour la faire glisser sur la table. Donc j'ai préféré pas prendre de risques, et donc je me suis tournée vers des scies à main. Au début j'utilisais ma scie japonaise, ça marchait pas mal, mais c'est vrai que la poignée est quand même plus m'a semblé plus pratique à la longue sur la scie à dos. Parce que c'est vrai que les mouvements étant hyper répétitifs, très nombreux, et ben en fait j'ai trouvé que c'était beaucoup plus confortable à la fin de le faire avec une scie à dos. Mais par contre là on voit vraiment la différence quand on doit scier dans le sens du fil de bois ou contre le fil de bois. C'est-à-dire que quand on est en bois debout comme ici, là, c'est vraiment, on se rend vraiment compte de la résistance du fil, alors que quand on est en travers, ça va tout seul, quoi. C'est vraiment 2 efforts bien différents, mais en tout état de cause, même pour un simple tenon, c'est hyper physique, quoi. Pourtant c'est que du pin, c'est pas un bois hyper dur, mais on se rend vraiment compte que le bois c'est très résistant, quoi. Alors, c'est vrai que si j'avais voulu moins me compliquer la vie, et ben j'aurais très bien pu découper mes pièces juste avec 45 degrés par exemple, et puis tout fixer avec de bons gros tire-fonds ou des vis, etc. Et ça aurait très bien tenu, et ça aurait été beaucoup plus rapide à faire et au moins aussi solide. Mais dans le principe, et pour le côté esthétique de la chose, moi je voulais absolument avoir des chevilles apparentes, des chevilles à tirer, je crois on appelle ça.
notamment parce que en fait la façade est toute proche d'une grange, d'un préau où cette charpente, où la charpente est apparente et où il y a justement des chevilles de ce style-là qui sont apparentes. Je voulais que ça reste dans l'esprit, quoi. Mais forcément, c'est des contraintes en plus. Donc si vous vous sentez pas de faire des tenons, des mortaises, des choses comme ça, et que vous n'avez pas prévu de faire supporter un poids considérable dessus, très clairement, je pense que juste des bons tire-fonds aux bons endroits, ça peut tout à fait faire l'affaire. Si par contre vous préférez faire des tenons, des mortaises, et qu'à certains moments vous voyez que ça résiste, eh ben, n'hésitez pas à appliquer un petit peu de crayon de bois, à insérer les pièces les unes dans les autres, et puis là où le crayon de bois va se reporter, ça sera les endroits où il y a de la friction et où il faudra enlever un petit peu de matière. Alors d'ailleurs les chevilles, moi je me suis pas embêtée, quand j'ai acheté mon bois chez mon détaillant, il y avait des chevilles en acacia qui étaient vendues, donc je les ai utilisées, et après avec un petit rabot, je les ai réduites un petit peu en diamètre parce que c'était beaucoup trop grosse par rapport au trou que moi j'avais prévu de faire. Déjà parce que ma mèche était beaucoup moins large que les chevilles, et puis surtout parce que sinon il aurait fallu que je fasse des tenons encore plus gros, donc c'était pas prévu comme ça. Donc j'ai acheté des chevilles en acacia, c'est vraiment un investissement très raisonnable, ça doit coûter 40 et quelques centimes la cheville, donc voilà, il n'y a pas de problème. Et en ce qui concerne les trous, j'ai même essayé de faire ça à la chignole, on la voit sur l'établi qui est tout juste derrière. J'en ai fait un pour rigoler, pour faire dire que j'avais utilisé l'outil à main, mais bon, les autres je les ai faites à la perceuse. Ça va quand même vachement plus vite, et ça fait beaucoup moins mal aux mains, et en plus c'est plus précis. Donc une fois que j'ai tout découpé, tout assemblé, j'ai fait mes trous pour mes chevilles, après j'ai passé un bon coup de ponçage. Déjà parce qu'il y avait des traces de crayon, de marquage qui étaient restés, et puis aussi parce que voilà, le bois il a un petit peu des couleurs vertes quand il est teinté comme ça, quand il est traité classe 4, il y a la sève qui coule aussi, donc je voulais quelque chose qui soit assez uniforme pour pouvoir le traiter après. Et vous allez voir, le rendu est pas mal. Alors par contre moi j'ai utilisé du Rubio, parce que Rubio m'a fourni des produits, donc je les remercie, et il m'avait conseillé de ne pas aller au-delà d'un ponçage 150 pour ce produit là, histoire de ne pas fermer trop les pores. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai poncé une seule fois à 150, et vous allez voir la suite dans l'épisode numéro 2. Donc à très bientôt sur Copo & Co.